Êtes-vous dérangé par des connexions non sécurisées dans des lieux publics? N'avez-vous jamais eu la chair de poule que votre anonymat en ligne ne soit pas protégé? Vous êtes-vous jamais retrouvé à l'étranger tout en voulant mater une bonne série française bien moisie? Si la réponse est oui, n'attendez plus, rejoignez NordVPN. Avec ce qui est le VPN le plus rapide au monde, vos données sont chiffrées et votre position masquée. Vous pouvez naviguer en toute sécurité, partout, et sur toutes les Wi-Fi du monde. De plus, si vous êtes libéré des géorestrictions, vous pouvez profiter des catalogues de streaming du monde entier. Vous pouvez par exemple visionner SOS Phantom sur le Netflix belge, ou encore profiter des shows de catch de la WWE en direct et vous éclater devant le prochain WrestleMania, le tout sur 10 appareils en simultané. Osez cliquer sur le lien en description et profiter d'un abonnement de 2 ans, dont 4 mois offerts, ce qui équivaut à moins de 3 € par mois, le tout satisfait ou remboursé en moins de 30 jours. Là où NordVPN passe, les connexions malveillantes trépassent, donc rendez-vous en description. Elle est assez étrange l'histoire de cette franchise. Parce que, soyons honnêtes, dès le début, en termes de qualité et de continuité, elle n'a aucun sens. Maintenant on peut jouer à ça avec beaucoup de sagas d'Hollywood, notamment celles que j'ai traitées sur cette chaîne. Mais SOS Phantom, de son titre français, est la preuve que l'appât du gain à Hollywood est une maladie qui ronge le cinéma depuis bien trop longtemps. Et c'est comme ça que je me retrouve à parler d'un déclin pour une saga qui n'aurait jamais dû en être une. Du moins artistiquement, puisque quand on retire ça de l'équation, on se rend compte qu'SOS Phantom est doté d'une puissance marketing assez phénoménale. Le titre est reconnaissable partout, le logo aussi, en plus d'être devenu une véritable marque. Et la chanson est encore dans les playlists aujourd'hui. SOS Phantom est partout. Et ce depuis de nombreuses décennies. L'univers excelle à la télévision, à la radio, sur console de jeux, dans les magasins de goodies et de vêtements, bref, partout, sauf au cinéma. Et on va tenter de comprendre pourquoi, mais tout d'abord revenons à l'origine du succès. SOS Phantom naît d'une idée originale de Dan Aykroyd et John Belushi. Les deux humoristes avaient l'idée de développer un univers où des exterminateurs allaient pourchasser des fantômes à travers l'espace et le temps. Dan Aykroyd est fasciné par la spiritualité et le paranormal. Il a baigné dedans depuis l'enfance et il voulait utiliser cette thématique pour en faire un film comique en incluant son ami John Belushi. Mais quand celui-ci meurt tragiquement en 1982, l'idée de tout arrêter traverse l'esprit d'Aykroyd, surtout que le plot est jugé trop coûteux par les studios et donc irréalisable. C'est là qu'Harold Ramis entre en jeu pour l'aider à repenser tout cet univers en le localisant dans le présent et dans la ville de New York, avec Bill Murray qui devient la nouvelle force comique à la place de John Belushi. On va donc suivre des scientifiques un peu ratés qui vont mettre leur dernière chance dans une entreprise d'exterminateurs de fantômes qui va connaître un très gros succès. Sigourney Weaver et Rick Moranis rejoignent le casting, ainsi que Ernie Hudson dans le rôle de Winston, à la base proposé à Eddie Murphy qui a préféré jouer dans Le Flic de Beverly Hills. Le film, lui, réalisé par Ivan Reitman, est incroyablement fun. Et le juger aujourd'hui, 40 ans après sa sortie, c'est se rendre compte qu'il n'a rien perdu de sa bonne humeur. Visuellement, il est dans son jus, mais ça lui offre un charme assez unique, puisque comme les films de cette époque, il a une identité visuelle ultra forte, notamment grâce à une conception physique des costumes et des décors absolument superbe. C'est très impactant visuellement, très organique, voire flippant pour un enfant à cette époque. Non mais regardez-moi ce décor final. On y est là, c'est travaillé, les couleurs sont chaudes, ça donne envie de le voir ce final. Surtout quand on sait que les blockbusters d'aujourd'hui sont allergiques à l'étalonnage. On peut tiquer sur le stop motion, mais vu qu'il s'agit d'une comédie, le fait qu'on en rit n'est pas très dérangeant. Et parlons-en de l'humour d'ailleurs, il repose sur l'alchimie entre les 4 personnages. Et au-delà du fantastique et autres effets spéciaux, c'est le fait que ce soit un film de potes qui en fait sa force. On a 4 mecs brillants, qui mettent en place de la machinerie révolutionnaire. Mais on ne les voit jamais sous cet aspect. On ne les voit jamais créer tout ça, et c'est voulu. Parce que l'idée ici, c'est surtout de mettre en place 4 personnages dépassés par les événements. C'est comme ça qu'ils brillent. Es-tu un dieu? Non. On a 4 têtes brûlées, qui défient l'autorité, qui se moquent des institutions, et qui réussissent grâce à ça. Donc comment ne pas les aimer? Cette camaraderie est très communicative, et la bonne humeur générale du film émane de là. Comment ne pas citer Bill Murray ultra inspiré, qui fait mouche à chaque apparition, qui fait rire à la moindre expression, un électron libre qui offre à son personnage une nonchalance ultra cool, bien qu'il puisse passer pour le loser de service avec ses techniques de drague un peu douteuses. Je vois un 8. Incroyable. 5 bonnes réponses sur 5. Vous voyez pas au travers par hasard? Non, non. Maintenant, pour parler du récit et de ce qu'il nous raconte en filigrane, on peut facilement deviner que cette success story qui nous est montrée est parfaitement en adéquation avec son époque. C'est les années 80.
c'est les années Reagan. C'est l'Amérique capitaliste à son apogée. Et c'est tout ce que représentent nos 4 héros. Des Américains moyens, sortis de nulle part, qui partent de zéro et qui vont réussir à monter une entreprise florissante grâce aux valeurs de l'entrepreneuriat et à leur motivation sans faille. Le rêve américain, quoi. Et ici, il est encore plus étrange de noter que ce rêve américain se concrétise dans la ville de New York. Alors qu'à une époque pas si lointaine, le cinéma, justement, se servait de cette ville pour évoquer la réalité violente derrière le rêve. Au début des années 80, New York n'est pas la ville que l'on connaît aujourd'hui. C'est un endroit dangereux. Mais le film va pourtant lui offrir un visage plus positif. Salut New York! La place omniprésente du capitalisme dans le récit, on la voit d'abord quand Ray est incapable de se sortir de la tête un symbole consumériste. Je l'ai pas fait exprès. Ça a fait boum là-dedans. Jusqu'à ce que ça devienne dangereux, puisque le symbole en question est sur le point de les consommer à leur tour, mais aussi dans la façon dont les Ghostbusters sont médiatisés et deviennent une véritable marque. Couverture de magazines, publicité à la télé, merchandising, jusqu'au second opus qui montrera le revers de la médaille, car tout ce qui est populaire finit par devenir has-been. Puis il y a un côté méta dans la success story des personnages dans le récit, puisque Ghostbusters va également devenir une marque ultra populaire à la sortie du film, qui devient instantanément un succès critique et commercial. Plus de 500 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 30 millions. Autant vous dire qu'à partir de là, les Ghostbusters deviennent un véritable phénomène de société. Les produits dérivés se multiplient, jeux de société, jeux vidéo, jouets, vêtements, dont la combinaison des chasseurs de fantômes qui devient le déguisement préféré des jeunes pour Halloween. La chanson officielle du film est un hit à travers le monde et se place numéro 1 durant de longues semaines, en plus d'obtenir une nomination à l'Oscar de la meilleure musique originale. Sans oublier la série d'animation qui va cartonner auprès des jeunes, avec 7 saisons jusqu'en 1991, et qui va être à l'origine du second film sorti en 1989. Ce second film commence bizarrement, avec un carton qui nous indique que nous sommes 5 ans après les événements du premier opus, mais inséré de manière tellement abrupte qu'on a l'impression d'avoir manqué une scène juste avant. Mais bref, le film se déroule 5 ans après que les Ghostbusters aient vaincu Zool, le cerbère de la porte, le maître des clés et toute la bande. Dana est désormais mère célibataire, et la bande a arrêté de chasser le fantôme et vit difficilement de sa gloire passée. Mais quand arrive à New York la peinture de Viggo des Carpates, qui va tenter de s'emparer du bébé de Dana, la clique se reforme pour faire face à ce nouvel ennemi. Ce film naît principalement des complications financières de la Columbia qui à l'époque tente de renflouer les caisses, mais aussi du succès inattendu de la série animée, notamment auprès des jeunes enfants. Et ça va avoir son importance puisque SOS Phantom 2 va subir un changement drastique pour ce qui est du comportement des personnages et de la direction artistique. L'idée c'est de ramener les jeunes fans de la série en salle. Du coup, plus une seule cigarette n'est aperçue au bec des personnages qui fumaient pourtant comme des pompiers dans le premier film. Les créatures effrayantes sont remplacées par des monstres plus cartoonesques, on fait revenir Bouffe-Tout car c'est le personnage préféré de la série, et les blagues sont bien moins percutantes. En plus de ça, on se rend vite compte que le scénario est identique à celui du premier. Sauver Dana d'un monstre, avec une capture en milieu de film qui amorce la création / retour de l'équipe, suivi d'un climax final où un monstre géant se balade dans Manhattan. Mais en même temps, c'était impossible d'aller au-delà du premier SOS Phantom qui était ultra décalé et imprévisible. L'effet de surprise est plus là, certes, et la structure du récit est la même, oui, mais ce qui compose cette structure est différent. Déjà dans ce second film, l'appât du gain laisse place aux valeurs de solidarité, de famille. Les Ghostbusters ne vont pas agir pour se faire un nom, mais au contraire prennent tous les risques pour sauver New York, sans récompense à la clé. Quand Dana vient les voir dans le premier film, elle est leur chance de faire la différence et de se faire connaître. Ils l'aident pour des raisons mercantiles, ou parce qu'elle est jolie. Ici c'est différent, ils l'aident car ils tiennent à elle, ils veulent la protéger, elle et son bébé. Ils vont jusqu'à reformer le groupe pour ça, passant à 2 doigts de la prison. Et le final inverse la tendance, puisque le monstre géant n'est plus là pour terrifier, mais pour unifier. C'est le symbole de la communauté new-yorkaise qui va se ranger aux côtés des chasseurs de fantômes. Donc oui, on a un film qui ressemble au premier sur le papier, mais qui a des nuances assez fortes pour faire la différence. Les effets spéciaux ont également passé un cap, et sont encore plus réussis ici. La Statue de la Liberté, ça a dû faire son petit effet à l'époque. Des idées ingénieuses sont également insérées au scénario, comme le fait de faire de la ville de New York un personnage à part entière. Et surtout l'élément déclencheur, puisque c'est l'accumulation d'émotions humaines négatives concentrées dans cette ville qui va créer la rivière de slime et alimenter le mal. Ce qui est quand même un concept vachement cool. Le film est hyper fun, il y a une vraie énergie positive qui s'en dégage. Notamment le climax final avec la Statue de la Liberté. C'est pas un film utile au final, parce qu'il ne fait rien évoluer, ne construit pas d'histoire sur le long terme. Il n'existe que pour faire du profit. Mais il est bien fichu. Et j'ai pas l'impression d'être devant une suite de trop. Bill Murray, lui, est encore en roue libre, et il est fabuleux. Un maître de l'humour qui va encore porter le film et va partager la tête d'affiche avec un tableau, parce que bon Dieu, Viggo, c'est un sacré antagoniste, qui m'a bien fait flipper quand j'étais gosse.
C'est ce qui fait la différence avec ce film. C'est ce qui fait qu'il est resté gravé dans nos têtes. Von Homburg interprète un vrai méchant dans la pure tradition du cinéma des années 80. Je vais pas vous dire que c'était mieux avant, parce que j'aime pas trop cette phrase. Mais pour ce qui est de la franchise Ghostbusters, c'est difficile de le nier. Parce que cette franchise, elle aurait pu et elle aurait dû s'arrêter là. Déjà, personne ne voulait faire ce film à la base, donc personne n'allait revenir pour un troisième opus. Qui plus est, avec ses 215 millions de dollars de recettes dans le monde, il fait moins bien que le premier film et a coûté plus cher. Il faut dire aussi qu'il ne sort pas au bon moment. 1989, c'est l'embouteillage des suites au cinéma, sans parler du Batman de Tim Burton qui sort au même moment. Donc tout logiquement, SOS Fantôme allait rester un pur produit des années 80. Et c'était pas plus mal. Mais ça, c'était avant 2016. Et la sortie du reboot. Alors qu'est-ce que tu en penses? Il est laid. Ah oui, pas comme Quasimodo, mais enfin, il est pas très attirant. Est-ce que son père était laid? Dans les années 90, Dan Aykroyd tente d'écrire ce qui pourrait être le troisième film de la franchise, mais il ne parvient jamais à réellement convaincre, notamment le casting, notamment Bill Murray, qui clame haut et fort qu'il déteste les suites en général, mais qui ne va pas se priver pour venir prendre un joli chèque dans les 3 métrages SOS Fantôme qui suivront. En 1999, il parvient à accoucher d'une histoire où le personnage de Venkman quittait les Ghostbusters pour passer du temps avec le personnage de Sigourney Weaver, Dana Barrett, et serait remplacé par une nouvelle recrue interprétée par Ben Stiller. Il était question d'un portail vers une dimension alternative et d'autres joyeusetés, mais cette fois-ci ce sont les studios qui ne sont pas intéressés. Et c'est dommage parce que j'aurais été curieux de voir ça. Puis en 2009, quand le jeu vidéo sort, il réunit le casting original, fait suite au second opus et se vend à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui pousse naturellement la Columbia à envisager une suite. Mais en 2014, Harold Ramis décède, et ce triste événement met un terme au projet SOS Fantôme 3. Il est remplacé par un reboot avec un nouveau casting 100% féminin, réalisé par Paul Feig, un spécialiste des comédies, et porté par des actrices du SNL, émission légendaire outre-Atlantique où les plus grands comiques américains ont fait leurs armes, notamment le casting original du premier SOS Fantôme. Tout a l'air donc de bien se mettre en place. Mais quand la bande-annonce sort, c'est l'hécatombe. Internet s'emballe et descend le film avant même sa sortie. Notamment à cause du choix de la production de mettre en avant un casting féminin. Alors déjà, c'est pas très pertinent de juger un film avant de l'avoir vu et de se baser uniquement sur la bande-annonce, mais surtout c'est carrément stupide d'aller insulter les actrices sur leurs réseaux sociaux. La seule critique qui s'entend à ce moment-là, c'est le choix de faire renaître cette franchise. Parce que oui, le film est mauvais, et le casting n'y est pas pour rien, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un casting 100% féminin. Et c'est surtout tout le reste qui ne va pas, à commencer par le récit. Attention les yeux, prête. Voilà. Vous en pensez quoi? Oh. Et c'est le vrai souci de ce film en premier lieu. Il n'est pas drôle, alors qu'il est censé être une comédie. Maintenant vous allez me dire que l'humour c'est plutôt subjectif. Mais là en l'occurrence c'est à travers la mise en place des dialogues et de la mise en scène que le film ne fonctionne pas dans son aspect comique. Prenez cette scène avec le maire par exemple, qui est censée être une scène comique mais qui passe totalement à côté de son sujet, car l'alchimie entre les personnages ne prend pas, et les dialogues empêchent cette alchimie. C'est là qu'on se rend compte qu'écrire une comédie ça demande une certaine réflexion et un vrai talent. Mais c'est aussi là qu'on se rend compte de l'importance du casting dans une scène mal écrite. Bill Murray parvenait à improviser un geste ou un mot durant une scène moyenne. Il apportait un plus quand les dialogues n'étaient pas à la hauteur. Mais le casting ici, dont je ne retire en rien le talent, est passé totalement à côté du sujet. Et c'est pas forcément que de leur faute. Parce que leurs personnages sont écrits à la truelle, sont stéréotypés au possible, tout ça dans l'optique d'accentuer les gags. L'humour c'est une question de feeling, une question de ressenti, c'est du tac au tac. C'est pour ça que l'improvisation permet parfois les meilleures scènes comiques. Mais ici en l'occurrence, le casting n'a pas ce talent. Le souci c'est qu'on n'a plus affaire à des personnages naturels et naturellement drôles comme dans les 2 premiers films, mais à des caricatures de personnages. Le comic relief de service, la scientifique de service, la folle de service, ce sont des caricatures, et ça ne fonctionne pas, car c'est justement le cynisme des personnages au milieu d'un monde fantastique qui faisait toute la sève du premier film. Là, tout le monde en fait beaucoup trop, et du coup ça sonne faux. Puis je pense que ce reboot aurait gagné à avoir une vraie tête d'affiche. Emma Stone par exemple, qui avait été approchée, mais qui a refusé, sentant le mauvais coup venir. Et un autre vrai problème, c'est la VF. Un problème facile à corriger en mettant en VO, certes, mais quand même. La VF n'aide vraiment pas. Genre, Claudia Tagbo, c'est une catastrophe. Ben, si avoir du swag, c'est un crime, alors j'avoue, je suis une tueuse. Ça peut ruiner un film, ce genre de choses. Paradoxalement, c'est le dernier long métrage de Medondo, voix légendaire d'Eddie Murphy, qui nous quitte 3 ans après la sortie du film. En dehors de ça, le récit ne fonctionne pas, car il ne sait pas où il va. J'ai lâché au bout d'1 heure parce que j'étais épuisé. C'est juste bruyant, visuellement compliqué à supporter, et surtout pas intéressant. Contrairement à l'original, qui laissait à la porte les explications scientifiques dont tout le monde se fout pour se concentrer sur l'humour. Alors que celui-ci s'attarde sur tous les aspects de l'univers.
le logo, le nom, la voiture, le test des équipements, et de ce fait il met beaucoup trop de temps à entamer le dur du récit. C'est contre-productif au possible, mais c'est un souci dû au fanservice qui impose de s'arrêter sur chaque élément d'un univers connu alors qu'on s'en fout. On a une copie conforme du premier film, mais avec un humour qui n'est plus là, des personnages pas intéressants et une direction artistique épileptique, dont le final vient planter le dernier clou d'une production qui n'aurait jamais dû prendre cette direction, voire ne pas exister du tout. Sans parler du casting original qui vient prendre un joli chèque avec des caméos au mieux inutiles, au pire gênants. Et il faut être fort pour réussir à foirer un perso interprété par Bill Murray. Un joli gâchis à 150 millions de dollars, qui jusqu'au tout dernier plan n'arrive pas à convaincre. Le seul truc pertinent, c'est quand ça parle des commentaires YouTube. Et arrête de lire ces âneries. Tu devrais pas faire attention à ce qu'écrivent ces malades en pleine nuit sur internet. À sa sortie, le film est un énorme échec critique, mais aussi financier, car bien qu'il entre dans ses frais de production avec 229 millions de dollars de recettes dans le monde, ça reste un résultat décevant pour le studio qui comptait faire une trilogie. Tout le cast avait d'ailleurs signé un contrat pour 3 films, et la scène post-générique nous teasait un retour de l'antagoniste original. C'est quoi Zoul? Un aveu d'échec total et l'impossibilité pour cette franchise de se détacher de son modèle. Pourtant, la franchise SOS Fantôme n'allait pas s'arrêter là. En 2019, un nouveau film est officialisé. Il fera suite directement au premier opus et sera réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan, réalisateur des 2 premiers films. Avec son approche singulière et sa vision du cinéma, Jason Reitman rassure. En plus d'être lié à la saga par le sang, est donc le mieux placé pour perpétuer l'héritage. Dans cette nouvelle histoire, on va suivre une mère célibataire et ses 2 enfants, Phoebe et Trevor, qui emménagent dans la vieille ferme du grand-père mort, qui s'avère être nul autre qu'Egon Spengler, que la petite ville décrit comme un savant fou, obsédé par le paranormal. Petit à petit, la famille va se rendre compte qu'il était un chasseur de fantômes, et qu'il luttait contre une grande menace ressurgie d'un passé lointain. Les enfants vont donc naturellement prendre la relève, et combattre les forces du mal qui menacent de détruire la Terre. Alors pourquoi pas? L'idée est pas dégueu, bien que pas très originale. Je veux dire, on est sur le schéma Amblin de référence. Les enfants héros du film, l'absence du père, les archétypes bien définis comme le petit génie, l'ado en chaleur, le beau-père cool, etc. Maintenant c'est Jason Reitman à la réalisation, le fils du réalisateur des 2 premiers films, qui connaît très bien son boulot, et qui est un enfant des années 80, qui a grandi avec ce genre de cinéma, et qui tente de lui rendre hommage ici. Jason Reitman à la base c'est un réalisateur de films indépendants, à petit budget, et on le ressent à travers sa mise en scène. C'est soigné, réfléchi, bien éclairé. On sent qu'il n'est pas de trop sur le projet, qu'il y tient. C'est son héritage. Et c'est peu de le dire puisque c'est le sous-titre français du film. Sur le papier, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la franchise. Puisque quitte à être essoré jusqu'au bout, autant que ce soit par des gens compétents. On a donc un 4e volet qui oriente son récit du côté de l'hommage et du passage de flambeau. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend. Mais c'est pas comme ça que je l'ai ressenti personnellement. Le film a le cul entre 2 chaises. D'une part, on a un jeune réalisateur talentueux qui tente de s'approprier l'œuvre de son père, mettant de côté le comique des premiers films pour s'orienter vers la série B d'épouvante, et de l'autre, on sent que les exécutifs ont fait pression pour que le cahier des charges soit respecté, en défigurant le film avec du fanservice grossier, allant jusqu'à ramener l'antagoniste et les protagonistes du premier SOS Fantôme. J'ai conscience que ce film est apprécié et je peux le comprendre. Si c'est de la nostalgie que vous recherchez, alors vous allez être servi. Mais moi je suis pas un enfant des années 80. Et quand je me refais la saga pour tomber sur 4 films quasiment identiques, ça commence à me chauffer les oreilles. Parce qu'on pourrait se dire que ce SOS Fantôme l'héritage se démarque des autres films de la saga, grâce à de nouveaux personnages, Phoebe en tête, interprétée par McKenna Grace, qui est un vrai point fort du film, c'est indéniable, mais aussi la direction artistique, puisque pour une fois l'action ne se déroule pas à New York, mais à la campagne, ce qui va offrir une toute nouvelle palette graphique au film, avec un étalonnage et des décors différents. Pourtant, tout ceci ne s'avère être que de la poudre aux yeux, car le film n'assume pas être un produit du présent. On a l'impression d'être devant un énorme épisode de Stranger Things, avec la même dynamique, la même direction artistique, et les mêmes acteurs. Et forcément, quand ton inspiration principale c'est une série qui a construit ses fondations sur la nostalgie, il faut pas s'étonner si le fanservice s'avère être des plus grossiers. La caméra va s'attarder sur chaque objet, artefacts, tenues, véhicules, qui font partie du film original. On a donc une première heure laborieuse, qui va juste nous montrer en gros plan ce qui a fait le succès de la franchise, sans faire avancer son propre récit. On a donc un film qui recrache en 4K et avec de jolies couleurs, ce qu'on a déjà vu, et encore, quitte à reprendre ce qui a déjà marché, autant s'inspirer des décors. Parce que finir son film sur un champ de patates et dans le noir, c'est pas ouf. On a donc le même méchant qui revient, mais on a surtout les chasseurs de fantômes originaux qui débarquent de nulle part en fin de film, sans aucun effort de mise en scène histoire d'iconiser un tant soit peu leur arrivée, et pour sauver la jeune génération. Tout le principe d'héritage est bafoué à ce moment-là, et l'aveu d'échec est total. Même le fait de délocaliser l'action n'est pas assumé, puisque le film se termine sur un plan de New York absolument random, qui n'a rien à faire là, qui est extrêmement mal amené,
et surtout inutile. Donc là, pour résumer, on a un film qui nous vend le renouveau de cette saga, avec un nouveau lieu, de nouveaux personnages, une nouvelle DA, tout ça pour nous ramener Zool du premier film, les SOS Fantômes du premier film, et la bagnole qui finit par repartir vers New York. On a un film qui s'ouvre sobrement et qui promet une atmosphère inédite, mais qui se termine sur le tube de Ray Parker Jr. avec le logo original. Le cul entre deux chaises. Mais évidemment, tout ceci n'a pas été mis en place sans raison, et tout ce beau monde sait que la nostalgie ça fait vendre, puisque ce SOS Fantôme l'héritage va être un joli petit succès en salle, avec 200 millions au box-office pour 75 millions de budget. C'est suffisant pour relancer la machine et nous pondre une nouvelle suite en 2024. Après les événements ectoplasmiques de l'Oklahoma, la famille Spengler décide de s'installer dans le vieux QG des SOS Fantômes à New York et de devenir chasseurs de fantômes à plein temps. Leur activité va créer des tensions au sein de la famille, notamment Phoebe, jugée trop jeune et écartée du groupe, qui va s'acopiner avec une fantôme. Les autorités aussi voient cette reformation d'un mauvais œil et tentent de dissoudre l'organisation, alors qu'une menace glaciaire s'apprête à frapper New York de plein fouet. Enfin, de plein fouet. D'un quart de fouet, je dirais, mais on va y revenir. Pour être honnête, j'ai préféré cet opus au précédent. Je le trouve bien mieux rythmé, plus drôle, avec un antagoniste ma foi réussi, du moins visuellement, et un retour à New York plutôt bienvenu, car quitte à faire du fanservice, autant y aller à fond. L'histoire d'amitié entre Phoebe et cette adolescente est plutôt rafraîchissante, sans mauvais jeu de mots, bien qu'elle soit ultra prévisible. Mais le récit tente de créer une sorte de mythologie autour de son antagoniste, avec des artefacts par-ci par-là et une scène en animation assez surprenante dans le bon sens du terme. Bref, ça se suit sans déplaisir. Étrangement, je trouve que le film souffre moins de son héritage et du fanservice. Mais on va pas se mentir, ça reste ultra plat, sans réelle ambition, et surtout ça manque de souffle. Le potentiel est là pour offrir un vrai moment de frayeur avec cette menace de glace qui paralyse New York, mais la ville n'est pas utilisée à sa juste valeur, et la population est reléguée au second plan, ce qui fait que la menace n'en est plus tellement une aux yeux du spectateur. Pour faire une comparaison, la bataille finale du premier Avengers est bien plus impactante que la bataille d'Avengers Endgame, car les habitants de la ville étaient physiquement impliqués, et le chaos se ressentait à travers ça. Dans ce dernier opus en date d'SOS Fantôme, le climax d'une petite durée de 20 minutes ne suffit pas à mettre en place une vraie dramaturgie. Tout se passe dans un petit hall fermé et ça enlève beaucoup à la scène. À la fin de tout ça, on a l'impression qu'aucune conséquence n'est à déplorer. Aucun souci, pas de mort, pas de blessés, rien. Mais au-delà de ça, aucun personnage brille dans ce film, mis à part Phoebe, car il y a trop de personnages. L'ancien casting n'a vraiment plus rien à faire là, et casse la dynamique d'un groupe déjà pas très soudé. On a donc une brochette de personnages principaux, et aucun ne parvient à tirer son épingle du jeu. Alors que justement, la force du premier film réside dans l'unité d'un groupe indissociable, où tout le monde a sa place. Bref, ce 5e film de la franchise prouve qu'SOS Fantôme doit rester un bon souvenir d'une époque lointaine. Mais enfin, c'est pas moi qui décide, c'est l'argent, donc c'est pas impossible que les Ghostbusters repointent le bout de leur nez sur grand écran, voire en streaming, car désormais, où SOS Fantôme passe, le cinéma trépasse. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Merci encore à NordVPN d'être le partenaire de cette vidéo, rendez-vous en description pour plus d'infos, et quant à moi il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Réservoir Vlog.